Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi matin, si vous nous écoutez dès que ça sort, sur l'épisode 104 du Dreamcast Show. On espère que vous allez bien et on va parler des finales de conférence les plus inattendues depuis qu'on suit la NBA à peu près. On va faire des previews, on va faire des reviews des séries d'avant, des previews des finales de conférence, donc New York contre Indiana et Minnesota contre OKC. Le programme il est simple, voilà, on va pas réinventer le monde aujourd'hui une nouvelle fois. J'espère que ça vous plaira et on va faire ça avec Azad évidemment. On se retrouve avec Azad, donc installez-vous très bien et on est parti pour ces finales de conférence. Bien le bonjour à mon ami, j'espère qu'il pourra me répondre, qu'il a encore envie de me répondre. Azad, comment ça va? Ça va. Oula, Tranquille. c'est un Tout petit bien. ça va là. Non, bah c'est pas mal de trucs à gérer, tu sais, c'est l'administratif de devoir être envoyé du territoire plus vite que prévu, quoi. Mais bon, on va s'en sortir. Oui, il faut voir les points positifs. Les points positifs. Oui, vachement de points positifs, vraiment, Ouais, ouais, bah oui. il me saute aux yeux, clairement. Ouais, mais non. Non, écoute, moi je suis quand même très content de faire cet épisode. Ah oui, Je tu ne suis m'étonnes. qu'amour. Et tu m'étonnes. Et un truc que je me suis dit l'autre jour, c'est un truc, j'ai pas la réponse, c'est pas une critique ou quoi, mais pourquoi sur Twitter, les comptes, par exemple, imaginons le compte imaginons les Charlotte Hornets sont en playoff et passent un tour. Non, je peux pas. Non, Non bah mais non. c'est pour prendre une franchise qui est pas dans l'exemple là. Ah, ok. Pourquoi est-ce que s'ils passent un tour, on va leur dire ouais bravo pour avoir passé un tour? Pourquoi Tu on vois dirait ce que je veux dire? bravo? Tu veux qu'on dise bravo à qui d'avoir passé un tour là? Non mais Qui a dit bravo qui a dit bravo à quelqu'un? en gros, c'était, je sais pas, mais c'était, je sais même plus qui c'était. Mais en gros, il y avait un compte de franchise et, comme dit, c'est pas du tout une critique et, genre, c'était peut-être les Wolves ou voilà. Et les Wolves sont passés et on leur a dit bravo pour avoir passé un tour. Mais si moi je tenais un compte, par exemple fan d'Enix ou pas, et qu'on me disait bravo pour avoir passé un tour, ben moi j'ai rien fait. Pourquoi on me Ah, dirait mais on a bravo à dit moi? bravo au compte. Oui. Hein. Et c'est un truc que je vois beaucoup et je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas une critique, c'est juste je comprends pas pourquoi on félicite les comptes qui alors qui font du bon taf, de l'excellent taf, mais qui jusqu'à preuve du contraire n'ont rien fait pour cette victoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. N'ont Ouais. pas contribué. Bah ouais, bah je sais pas. Mais parce que c'est un peu félicitations de les avoir soutenus, tu vois, de les avoir Hmm. accompagnés dans la médiocrité, quoi. Surtout si t'es fan des Hmm. Timberwolves ou si t'es fan de Charlotte. Hmm. Ok. Donc c'est peut-être Bon, félicitations d'avoir tenu le coup finalement. si quelqu'un a une réponse, bon, je sais pas si je suis preneur, mais bon. Intro beaucoup trop longue. Intro beaucoup trop longue. Et je te propose, si tu le veux bien, qu'on parle un peu de ces finales de conférence. Ouais. Et qu'on commence avec celle où je vais te laisser enfin, je vais te laisser comme si j'allais pas te laisser sur la deuxième, mais plus parler. C'est OKC contre Minnesota. Et peut-être commencer par une review. Alors, la série des Wolves, malheureusement, Ouais. c'était pas la plus Ouais. intéressante. Bah non. Mais OKC a quand même réussi à venir à bout de Denver. Mm. Et c'était pas une mince affaire. C'était peut-être moins facile que prévu, quoi. Je sais pas si c'était moins facile que prévu ou si en réalité il y a quand même juste des événements. En vrai, je trouve qu'au OKC, ils ont réussi à gagner une série alors que, si tu veux, tout ce qui pouvait mal se passer, c'est mal passé Mhm. contre le meilleur joueur du monde. Et pourtant,
ils ont quand même réussi à s'en sortir. Je trouve que tu vois, c'est un peu. On est très sur parfois un peu le narratif et genre faire des conclusions sur ce qui s'est passé. Et eux, ils ont quand même eu énormément de moments où le supporting cast n'a pas été forcément au niveau qu'il était attendu, notamment en termes de shooting et en attaque. Il y a eu des petits hauts et des bas du côté de Jalen Williams aussi, qui était un petit peu du coup le créateur secondaire, un petit peu le relais de SGA. Et malgré ça, malgré aussi le gros aléa du Game 1, parce qu'en réalité, le Game 1, ils sont censés le gagner, et en fait, je sais Hmm. pas, ils se marchent sur les pieds tout seuls, et après, il y a le miracle à Aaron Gordon, quoi. En gros, je trouve qu'il y avait toutes les raisons pour que le truc se passe mal, et ils ont quand même réussi à gagner, ce qui montre aussi peut-être potentiellement la marge qu'ils ont, Ouais. et aussi, bah, tu vois, je trouve que là où dans la série, tous les joueurs ont eu des hauts et des bas, bah, Jokic et SGA, ils ont gardé un niveau de création et d'impact malgré bah, tu vois, un environnement qui n'était pas forcément parfait pour eux parce que du coup, le spacing était retiré. Ils étaient Mhm. vraiment genre le seul poumon de leur attaque, entre guillemets, quoi. Et pourtant, ils ont réussi à s'en sortir. Donc, non, franchement, la série de Casey est très impressionnante. Et en regardant le match hier, sans spoiler les previews et sans spoiler les pronostics, je regardais le match hier et je me disais, est-ce que l'équipe qui gagne le Game 7 d'hier, enfin d'avant-hier du coup, c'est pas l'équipe qui va aller au bout, quoi. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Ah oui. Mais Mais je fais très peu bon, confiance aux trois autres équipes qui restent. en même Voilà. temps, tu vas pas faire confiance aux Knicks, hein. Ouais, bah, Mais, ouais, non, mais j'aurais pas fait confiance à l'équipe qu'ils ont battue non plus, hein. mais est-ce que tu vois sur cette série, parce que quand même, on peut en parler, c'était un peu la série enfin la série peut-être avec le plus d'impact sur ce qui va se passer après, qui allait changer le plus de choses. Je pense que malgré tout, je trouve qu'on a quand même vu que Denver, enfin, OKC a super bien défendu, avec en gros comme principe de être méga agressif sur Jokic, et je trouve qu'on a quand même vu, surtout par séquence quand les rotations commencent à s'enclencher, bah, qu'il y avait quand même un manque de spacing à Denver qui était évident, mais ça a été une série où les défenses ont été vraiment bonnes, et du coup ma question c'est, est-ce que ce côté zone de Denver, donc 2-3 en gros, quasiment tout le temps essayer d'avoir deux ou plus sur la ligne extérieure pour que Shea ne puisse jamais driver sur demi-terrain, etc., les stunts, etc., 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 quitte à laisser des tirs dans les ailes à Jalen Williams ou même parfois à Isaiah Joe ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses que il y a eu du coup beaucoup de réussite pour Denver sur cet aspect-là, ou que Denver a un peu montré la voie aux autres équipes de bah ouais, en fait ça face à l'attaque d'OKC, ça peut les ralentir. Ouais, enfin ceux qui ont montré la voie, c'est les Timberwolves l'année dernière, non? Parce que du coup, le schéma qui a été fait... Enfin, à quel point Denver a Enfin, fait quelque chose de différent que ce que les Wolves ont fait l'année dernière pour vraiment stopper... Ah non, les Mavs, tu veux c'est dire. les Mavs, oui, c'est les Mavs. Oui. Oui, mais à quel point du coup c'était différent? À quel point, bah, du coup, Hmm. c'était... En gros, quoi, Denver, ils sont passés à un PJ Washington en feu de les éliminer, quoi, concrètement, et le chemin, entre guillemets, était à peu près le même. C'était bah, les inviter à shooter, couper les lignes de drive, rendre les lay-ups presque impossibles. Et là où ils ont été créatifs, quand même, Denver, les OKC, c'est aussi sur les. Tu vois, il y a deux trois cuts depuis les baselines derrière la zone. Parce qu'en gros, une zone, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit compacte. Du coup, si elle est compacte, c'est qu'il y a il y a forcément des trous des retours. Et ils ont fini par les trouver en finale. Et au lieu de les Ouais. trouver à 3 points, ils les ont trouvés au cercle parce qu'en fait, les trous d'air, si tu veux, ils sont restés compacts Denver dans le but d'offrir des trous d'air dans des zones que OKC voulait pas, donc des tirs à 3 points above the break ou même dans les corners. Et sur le match, là où il commence à s'en sortir, c'est quand tu as deux fois de suite Cason Wallace qui retrouve notamment Chet Holmgren sur le alley-oop parce qu'ils arrivent à casser la zone en trouvant une première poche d'air au milieu,
puis du coup une poche d'air derrière la ligne arrière de la zone. Donc en réalité, ils ont trouvé un petit peu une solution à ça. Ouais. Et bah, l'autre solution de l'attaque qu'ils ont trouvée, c'est tout simplement de générer les pertes de balles. Et c'est là Ouais. où en réalité, bah, là où je fais absolument pas confiance aux Timberwolves, c'est que les Timberwolves, ils ont pas Jokic. Et c'est là où du coup, je fais absolument pas confiance à l'attaque des... Je faisais pas confiance à l'attaque des Timberwolves face à Golden State. Et en Je vais vrai, pas faire le confiance. match 1, le match 1 a pas rassuré. Et même les. Enfin, Bah, mais il n'y a aucun j'en match ai qui a vu. rassuré. Enfin, Ouais. à la fin, ils sont au bout Golden State et du coup, ils essayent d'autres solutions parce que du coup, ils ont plus le choix. Mais concrètement, la série contre Golden State, tu es là, tu te dis oui, bah oui, forcément, genre Minnesota, s'ils se retrouvent contre l'équivalent de la défense de Golden State, mais avec de l'autre côté une attaque fonctionnelle, bah, bah c'est niqué quoi. Et Ouais, ouais, ouais. du coup, Et en vrai, ce qui est fort avec la défense d'OKC, c'est que. Enfin, ils ont. Même si t'avais Jokic à Denver, ils ont quand même forcé énormément de pertes de balles aussi, quoi. Sur Jokic. Et là, t'as pas Jokic. bah ouais, c'est ça. Donc j'ai un peu du mal à avoir une voie pour Minnesota. Après, ce qui va être bien pour Minnesota, je trouve, c'est qu'on va pouvoir aussi évaluer potentiellement bah, à quel point Anthony Edwards peut être un créateur de décalage ou pas, quoi. Parce que du Ouais, coup, ouais, c'est le révélateur ultime, ok, ici, quoi. Ouais, oui, mais il y a un truc, tu vois, qui est intéressant si tu restes sur l'attaque d'OKC. Déjà, je suis allé regarder, il y a un chiffre qui est marrant sur ce que tu as dit, sur la fréquence au cercle. En gros, Denver avait vraiment réussi à empêcher les tirs au cercle sur les 4 premiers matchs. Sur les 4 premiers matchs, tu as 27, 20%, 34%, 15%, donc pas forcément énorme. Et sur les 3 derniers, tu as 40%, 35% et 47% de tirs pris au panier pour OKC. Et ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, il y a ce truc je sais plus que c'est sorti là, mais du pigeon. Genre, je sais plus quel coach ou quel joueur a dit ça, mais qu'en gros, ouais, on appelle les joueurs adverses les pigeons parce qu'on va les cibler en défense. En gros, les Oui, bah pigeons, c'est les cibles. c'est comme les Celtics qui ont dit qu'ils étaient une hunting offense et que du coup ils ciblaient les seals, c'est quoi? C'est genre les... Oh, c'est quoi comme... c'est un animal marin. Attends, seal in French. Mais Si non, in pas les French. joints. Bah, Putain. en attendant, du coup, Oh, je trouve que quand même, Minnesota a un truc les phoques! que les phoques, et voilà, ils chassent les phoques. Et OKC, du coup, je trouve, a tellement bien chassé le phoque qu'est Michael Porter Jr., mais pas du tout on-ball, quoi. Mais Les tu vois, phoques. vraiment, off-ball, il a été catastrophique. Ouais. Et, mais Minnesota, je trouve, a un truc que Denver et slash Memphis n'avaient pas, même slash Dallas en un sens, c'est qu'ils ont déjà ils ont un peu de la flexibilité de line-up. Ils ont Rudy Gobert où tu peux faire de la zone, tu peux ne pas faire de la zone. Et ils switchent beaucoup plus que les années précédentes, tu vois. Et OKC n'a pas encore, je pense, rencontré de switch all de ce niveau-là non plus, quoi. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer sur, en gros, du switch, mais vraiment du switch all et protéger un peu avec les stunts habituels qu'on connaît pour freiner cette attaque, quoi. Ouais, mais le switch all, ils vont quand même aller chercher... je sais pas. Je me dis que potentiellement ça peut être une zone de match-up avec... bon, en fait, je sais pas ce qu'ils vont essayer d'aborder. Est-ce que du coup les Wolves ils vont pas juste essayer de refaire de la zone finalement? Est-ce Ouais, qu'ils vont vraiment faire du switch all les Wolves? Est-ce qu'ils vont pas juste rester en zone et je sais reproduire pas. ça? Mais le problème Parce c'est, de que, toute façon, t'auras beau défendre aussi bien que tu veux, j'y crois tellement pas de l'autre côté. ah ouais,
Mais non, Ah mais ouais? pas du tout. Mais parce que, Mais s'il marque plus de 80 points sur un match, c'est le bout du monde, quoi. ouais, moi, parce que moi, il y a aussi un truc, tu vois, c'est. Ils ont aussi, et je me rappelle de matchs de saison régulière l'an dernier, ils ont aussi Rudy Gobert en roamer, quoi. Mais bon, comme dit, l'enjeu, c'est peut-être de l'autre côté de la série. Mais de l'autre côté, je trouve, tu vois, que Minnesota, il y a un truc, on verra peut-être la création de demi-terrain pas top, mais ils ont quand même Minnesota, le rebond offensif qu'ils ont montré face aux Lakers, et on a vu aussi, bon, ok, ça a été un peu en dents de scie selon les matchs, mais tu vois que c'est pas une équipe ultra dominante au rebond défensif non plus, quoi. Ouais, mais c'est pas ultra dominant, mais en même temps, ils vont pouvoir jouer avec deux bigs aussi, quoi. Enfin, leur seule solution, si tu veux, Ouais, mais si tu joues avec deux bigs, est-ce que t'offres pas, genre, un roamer gratuit à Rudy Gobert? ouais, mais est-ce que ça va suffire Parce que est-ce que ça va être un roamer où il va être dans une zone, entre guillemets? Ils ont quand même montré qu'ils pouvaient faire Hmm. éclater une zone aussi. Et donc, moi, le truc du rebond offensif qui a tué les Lakers, c'est parce qu'ils ont tué une mauvaise défense avec le rebond offensif. Mais tu Très vois, mauvaise. mais oui, mais du coup, ça veut dire que concrètement, Minnesota, ils avaient besoin du rebond offensif pour battre la défense des Lakers, tu vois. Pour dire à quel point, à quel point c'est limité offensivement. Il va attaquer qui, Julius Randle sur post-up, tu vois. Et enfin, Chet? tu vois, Non, autant mais. ils vont avoir la place pour mettre des roamers aussi du côté de enfin du côté de Donc OKC, ici. quoi. Ouais, par contre Ouais. ça va cross-matcher les match-up Ah, ça va là. cross-matcher là, Il hein. y a personne qui va défendre sur son gars. Les Mais postes ont-ils encore un sens en NBA là? Préparez-vous. préparez-vous. Ouais. Mais non, mais moi je vois pas un monde où Minnesota, ils ont. Oh, l'offensive. C'est quoi l'offensive rating sur les playoffs de Minnesota, là? En deux spi, est-ce que. Attends, je peux peut-être le trouver. Moi je C'est l'ai. 115. 115,6. 115.6. C'est le septième des playoffs. Ok, moi je te dis que. Ils ont 105 sur le prochain tour. Ah ouais? Ah ouais. Mais en fait, après du coup la question, tu vois, c'est le postulat un peu, j'ai envie de te dire facile, tu vois. Mais Facile. excuse-moi. Non mais genre c'est la situation, c'est pas le facile, mais c'est la situation de base, tu vois. Ça va être Oui, comme ça qu'on attend la série. oui. Et et OKC a un defensive rating de 103.9 sur ses playoffs. Voilà. Voilà. Mais du coup, la question c'est est-ce que Minnesota a des choses pour un peu, justement, tactiquement renverser la balance, que ce soit le rebond offensif ou peut-être des line-up avec beaucoup plus de spacing aussi. Tu vois, est-ce que finalement. En fait, le truc qui est ouf, c'est que Minnesota a beaucoup attaqué, pas forcément avec des systèmes ultra poussés, c'est beaucoup de l'attaque de mismatch. Et pour le coup, on l'a vu un peu, et je me dis, est-ce que le plan pour Minnesota, c'est pas de cibler un peu ce qu'a fait les Nuggets, c'est soit cibler Chet on-ball le plus possible, et essayer d'inverser un peu la géométrie du terrain, placer Chet on-ball, qui, on l'avait vu face à Boston, pouvait switcher, etc. Mais là, Anthony Edwards, c'est quand même un joueur qui a un tel premier pas que c'est un peu autre chose, on va dire, et essayer de placer le plus possible chez Gilgeous Alexander off-ball, parce que quoi qu'on en dise, c'est pas un mauvais défenseur, mais il a des moments où il est complètement absent et il se fait avoir sur des sorties d'écran ou des choses comme ça, quoi. Ouais, mais tu peux pas. Je veux dire, il est pas assez problématique en défense pour qu'on puisse espérer construire un truc là-dessus, quoi. Puis, enfin, je veux dire, l'attaque de Minnesota, c'est pas non plus le truc qui génère le plus de mouvements. Enfin, si tu veux, ça bouge quand même pas autant qu'une plaque tectonique, mais presque, quoi. Genre, c'est quand même assez léger. C'est quand même assez stagnant, je trouve, comme attaque. Et tu vois, ils se sont régalés sur des attaques de mismatch face aux Lakers. Là, ton mismatch, tu vas avoir du mal à aller le trouver, quoi. Enfin, si tu dois te retrouver à attaquer Kayson Wallace, tu vas un peu te péter les dents quand même, hein.
Donc, je sais pas. Moi, j'arrive pas à voir un monde où l'attaque de Minnesota fonctionne. Et en plus, tu vois, Minnesota, ils passent aussi parce qu'ils ont des joueurs, ils ont quand même des joueurs un peu en surchauffe. Je pense à McDaniels, que tout le monde est en train de dire que c'est un super joueur et tout. Celui-là, franchement, c'est un super joueur. Mais l'efficacité qu'il y a en playoff, bah, je veux dire, c'est pas son efficacité naturelle. Sinon, ce serait un. S'il est pas respecté à trop points, c'est pour une raison. Ça tombe pas du ciel, quoi. Donc bon, moi, mais en même temps, j'ai vraiment hâte de voir la série parce que je pense que le défi défensif des Timberwolves pour OKC, il va être hyper intéressant et il va être très différent de ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Et je pense que McDaniels, enfin, je pense que autant en défense individuelle que collective, la défense de Minnesota, ça va être le plus grand défi d'OKC, entre guillemets. Ouais. En fait, Bah, si tu veux, la défense de c'est Minnesota, ça un peu que je c'est. me dis. Ouais, mais attends. La défense de Minnesota, pour moi, c'est le plus grand défi pour l'attaque d'OKC. Et le plus grand défi pour la défense d'OKC, c'était Nikola Jokic. Ou ça aurait pu être. Ah, parce C'est- que, Ça aurait pu en être fait, Nick Nurse, c'était Nikola Jokic dans un spacing, quoi. bah, mais même sans spacing en réalité, parce que ils auraient. Tu vois, après, si tu as plus de spacing, bon, bah, t'aurais peut-être abordé les choses autrement, mais dans tous les cas, sur leur parcours de playoff, la meilleure attaque qu'ils allaient rencontrer, c'est celle de Denver. Oui, et celle qui collait le moins aussi à leur truc de Oui, Denver perd peu de ballons, Denver attaque le rebond offensif, et Denver a ce côté très vertical, quoi. Alors qu'eux, ils sont plus horizontaux. oui, et C'est vrai, ils ont quand même c'est vrai. réussi à faire ce défi-là. Et je pense que le défi défensif que Jokic impose est peut-être, allez, on va dire, tout aussi grand que celui qu'impose la défense de Minnesota face à leur attaque. Le problème, c'est que je pense que de l'autre côté, ça se balance pas aussi bien. Et du coup, dis-toi, j'ai encore moins confiance en l'attaque de Minnesota que j'avais confiance en la défense de Denver. Genre, voilà. Et c'est vraiment cette attaque de Minnesota, j'y crois pas. Et c'est pour ça que j'y croyais pas contre les Lakers et que j'y croyais pas contre les Warriors et que je vais continuer genre, parier contre eux. C'est parce que je crois pas du tout à leur attaque. Et face aux Lakers, je me suis planté parce que j'avais vu une défense des Lakers bien meilleure qu'elle l'était. Face aux Warriors, je me suis planté parce que Curry, il a loupé la série. Et tu t'es Et même pas vraiment planté, genre, leur attaque a pas été oui, sensationnelle non plus à Minnesota. bah, ils ont été obligés de. Après, ils ont été obligés de vendre un peu leur défense Golden State pour pouvoir assurer un Oui. minimum d'attaque. Mais en réalité, avec Curry, ce serait pas arrivé. Mais bref, du coup, bon, bah là, ils arrivent. Là, Minnesota, ils jouent contre une équipe défensive d'élite au complet. Pour moi, ça va se casser la gueule. Mais genre, violent. Mais l'année dernière, d'ailleurs, il s'était cassé la gueule contre Dallas aussi en finale de conférence offensivement. Oui, Et ils oui, avaient c'est Karl vrai. Anthony Towns. Et je pense que là où ils ont progressé, c'est peut-être en défense de plus avoir entre guillemets, de points faibles. Et en plus, avec DiVincenzo et Randle en attaque, tu as peut-être un poil plus de spacing avec la balance des deux. Et tu as aussi un joueur de post-up en plus, donc tu as un peu une autre approche. Mais franchement, j'ai vu le post-up de Jokic et le post-up de Randle. Et quand je vois ce que OKC avait face à Jokic, bon, franchement, Randle, voilà quoi. Ouais. Je suis Je pas. pense que ça va être une série compliquée pour Julius. Je panique pas trop. Ça va être compliqué pour Julius. Et franchement, ça va être compliqué pour Anthony Edwards. Et c'est là où on va voir les progrès à la passe et à la création. Hmm. Mais il y a moyen que. Est-ce que En tu vois fait, le. Ouais, ça. Puis. le truc, le McDaniels truc, c'est aussi. que, Enfin, ouais, le truc, c'est que, il y a un monde où, en fait, l'attaque des Wolves a tellement besoin de spacing parce que OKC va mettre tellement de pression sur Anthony Edwards. Et je pense que, tu vois, genre, Caruso, tous ces défenseurs-là, un peu d'aide, de stunt, de nail, ils vont se mettre, mais dans des lignes de drive, enfin, vraiment très agressivement sur les lignes de drive, tu vois. Donc, et en fait, tu auras tellement besoin de spacing parce que sur le pick and roll, je pense qu'ils vont être super agressifs sur Anthony Edwards tant que tu as le 5 majeur.
qu'en fait tu vas pas pouvoir faire jouer Rudy autant que tu veux et après c'est peut-être un peu patatras parce que tu perds au rebond et en défense quoi. Donc ouais, c'est peut-être, enfin c'est toujours pareil, mais tu vois il y a peut-être un côté du terrain comme un peu avec Curry où en fait t'as tellement besoin après de réajuster ton attaque que tu perds en défense quoi. Que tu perds en défense, mais Minnesota c'est quand même aussi la deuxième meilleure défense des playoffs. Et je me dis, tu vois, en termes de fréquence au cercle, ils ont des cartes que Denver n'avait pas. Denver, leur point fort, c'était en gros cette zone et ce truc ces stunts qui ont marché beaucoup sur les premiers matchs. Là, je me dis, en vrai, ok, le spacing de Minnesota me rassure pas. Genre, on est d'accord. Mais est-ce que celui d'OKC m'a rassuré vraiment cette série, enfin sur ce début des playoffs? Bah en fait pas vraiment quoi, pas vraiment et il y a des petits trucs et astuces que tactiquement Dane Nault a fait qui étaient sympas. Notamment, tu vois, genre refaire des empty action ou des choses comme ça. Et ça, je suis d'accord. Mais le spacing m'a pas rassuré. Alors, est-ce que c'est l'échantillon ou quoi, je sais pas. Mais un truc qui est assez cool, je trouve, c'est que Jaden McDaniels est peut-être genre le profil parfait pour défendre sur Shea. Et Lou Gensdort est peut-être le profil parfait pour défendre sur Ant. Mm. Ouais, mais le problème, c'est que McDaniels, enfin, stopper, je pense que là où Dort peut foutre Anthony Edwards dans une situation plus difficile et vraiment soit le forcer à jouer plus sans ballon, soit à filer le ballon aux autres, soit à scorer inefficacement, je, le niveau de playmaking, le niveau de scoring, le niveau d'efficacité et d'implacabilité de SGA, enfin je veux dire, on parle pas de la même ligue de joueurs pour l'instant entre SGA et Anthony Edwards. Et du coup, enfin, je veux dire, même si les deux... En fait, si tu veux, on parle de deux équipes qui sont une défense d'élite et une attaque moyenne, entre guillemets, sauf qu'il y a une... Sauf que OKC, c'est une défense de élite, genre centième centile, et une attaque qui est genre moyenne, cinquantième centile, 45e Hmm. centile dans un playoff au niveau du problème de spacing. Là où bah, Minnesota, ils reprennent un peu ça, mais ils sont pas dans le centième centile en défense, et ils sont en dessous de la moyenne en attaque une fois arrivés les playoffs, vu comment tu peux genre un petit peu scaler contre eux. Et ils ont rien qui soit implacable. Donc, ouais, moi, je me projette pas. Mal, tu te Et, projettes mal, tu te projettes mal. et puis, j'ai l'impression que le, la profondeur de Casey, tu vois, même si Chet, il passe une mauvaise série parce que X ou Y raison, il arrive à, tu vois, à le mettre dans une situation où il a du mal à impacter en attaque et en défense par soit le manque de rebond, soit une protection de cercle qui est pas assez impactante parce qu'ils sont plus sur des actions où ils arrivent à le mettre soit de l'autre côté, soit à contourner ça. Bah, tu joues avec Isaiah Hartenstein et en fait, tu as une profondeur tactique qui est tellement gigantesque que même si Ouais. Ludort il prend beaucoup de fautes sur Anthony Edwards, tu mets Cason Wallace, tu mets Caruso, ah bon, il y a beaucoup trop de réponses à peut-être très peu de questions que peut vraiment poser Minnesota face à OKC quoi. Ouais. Genre, ouais. En gros, c'est vraiment ce côté où l'attaque de Minnesota va pas. Même sur des séquences en 5 out, t'es pas convaincu, quoi. Bah, sur des séquences en five out, c'est la défense qui va peut-être pas tenir le coup et puis même à quel Hmm. point c'est un vrai five out. Oui, parce que quoi qu'il arrive, t'as quoi? T'as McDaniels Oui. et Randall, quoi. Bah oui, et puis même, enfin, ouais, tu vois, McDaniels, Randle, à quel point Alexander Ouais. Walker aussi, il est respecté à 3 points. Et franchement, ils font des super playoffs à 3 points et ils sont en surchauffe de ouf, mais je pense pas que ça change ta respectabilité, l'efficacité que tu as eu à 3 points
sur les périodes d'avant. Sur les playoffs, Oui. pour l'instant, Nasrid, il est à 47% à 3 points. Oui. Ça va Oui, pas forcément tenir, quoi. Mais tu vois, pour le Oui. coup, McDaniel, c'est moins en surchauffe que ce que je pensais. Il est qu'à 34% à 3 Ok. points et c'est plus au cercle qui fait des super playoffs. Mais bon, à voir si ça tient. Mais moi, Et en vrai, j'ai vraiment je pas trouve qu'il y a confiance en aussi cette genre attaque. des maillons faibles, tu vois, Ah il y ouais, a Mike ce Conley. côté Mike Conley, tu vois, ils avaient pas trop ça face à Denver. Non. Enfin, Denver avait pas trop ce profil un peu de guard, Ouais, il y avait un peu Murray, mais petit. Oui, mais c'est beau pire, quoi. il est quand même plus grand Ouais. et plus costaud, tu vois, genre, et encore, et il s'est quand même fait cibler, hein. Ou à la limite, Ouais. Strother, il a joué, dès qu'il a joué, il y a ce côté de Shea l'a attaqué et l'a cherché à Ouais. l'isoler, Mm. et ça a bien marché. Mm. Et là, Mike Conley, mais pour le coup, ouais, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de minutes sur ces playoffs là, enfin sur cette série là, quoi. Alors que, ouais, et pourtant il est important, tu vois, il joue 25 minutes pour l'instant par match. Ça veut Ouais. dire que ça va beaucoup tirer sur Anthony Edwards qui joue déjà 40 minutes par match, sur Dante DiVincenzo qui a 40% de FG sur les playoffs. Ah ouais? Oui. Alors bon, peut-être que l'attaque, j'y crois pas parce qu'il y a trop de mecs qui sont censés mettre leur shoot qui les mettent pas aussi parce que on a Mike Conley qui a 46% de FG, Alexander Walker qui a 43% de FG et Dante DiVincenzo qui a 41% de FG. Donc si ça se trouve, Effective field goal. les mecs contre OKC, peut-être qu'ils vont mettre leur tir. Après, si les mecs, tu vois, si les mecs de Minnesota ils mettent leur tir sur cette match, bon bah écoute, félicitations, tu vois, mais ouais, non, j'ai du Ok. mal à y croire. J'ai du mal à y croire, mais à voir. Franchement, je demande vraiment à être surpris. Moi, Et j'ai très hâte de voir ça. je vais essayer de te convaincre un peu. Ok. Ok. Donc là, je m'attaque à. Là, tu donnes quoi là pour l'instant? Tu donnerais quoi? Un match à Minnesota, 0? Ouais, 4-1. Ok. Il faut au moins que tu dises 4-2 après mon argumentaire. Ça marche. Moi, je pense que Minnesota, et on l'a un peu vu face aux Lakers et en vrai face aux Warriors aussi, a un côté où défensivement, alors je sais que voilà, c'est pas là le problème pour toi, mais défensivement, ils sont vraiment élites et ils ont ce côté aussi polyvalence de même Gobert, en réalité, ils peuvent le faire switcher. Bon, le problème, c'est que là, Shea, c'est aussi un profil un peu différent de Doncic, beaucoup moins en puissance et du coup beaucoup plus en gestion du rythme, etc. Et ça peut l'embêter, mais ils ont ce côté drop et surtout switch et protection de cercle et qui peut vraiment être embêtante, je pense, pour OKC. Ok. Et je pense que de l'autre côté, ça peut quand même passer par déjà de un truc qu'on a vu aussi, c'est que OKC a perdu des ballons face à Denver. Et les matchs où ça s'est entre guillemets mal passé pour OKC, c'est quand ils ont commencé à perdre des ballons. Et je pense que Minnesota peut avoir ce côté playmaking défensif avec McDaniels, avec Anthony Edwards, avec même DiVincenzo qui est pas mauvais là-dedans, et ils peuvent un peu déjà gratter des points ici. Ensuite, ils peuvent gratter des points en rebond offensif. Je pense qu'ils peuvent. Je pense que vraiment c'est un truc qui font bien sur tous ces playoffs. C'est en gros essayer d'un peu tricher sur la géométrie pour après pouvoir attaquer le rebond. Et je pense que OKC donne assez facilement ça, c'est-à-dire tu vois au final, Chet, il n'a pas tant été protégé sur des pré-switch, etc. On veut pas qu'il soit impliqué sur le pick and roll. On le laisse être impliqué sur le pick and roll, quitte à avoir après un mismatch au rebond. Ça, on l'a vu. Donc, ils peuvent peut-être gratter là-dessus Minnesota. Et je me dis qu'avec des line-up avec du spacing et beaucoup de DiVincenzo, il va falloir beaucoup de DiVincenzo, je pense.
tu peux avoir un côté où je pense que enfin moi en tout cas, j'ai trouvé que la série d'Edwards face aux Lakers, elle m'avait plutôt convaincu sur son passing, et même pas forcément que sur son passing, mais face au double team, il a ce côté où il peut les contourner lui-même. Alors, c'est qui Et qui ça venait peut en générer. double team? Fais-moi rêver un peu. C'était qui les mecs qui venaient le doubler et c'était qui les trois derrière le loup? C'est ça le problème. C'était Hachimura qui venait doubler, et après il y avait Austin Reeves au cercle. Oui, mais tu vois, en fait, mon truc de pourquoi je suis pas inquiet du 5 out, c'est que s'il y a une défense qui peut. Qui s'en fout. Qui s'en bat les couilles, 5 out, c'est celle d'OKC parce que c'est la défense la plus horizontale qui existe. Oui. Donc à la limite, moi j'aurais envie de dire, allez, mais jouer plutôt en mode Twin Tower et aller les battre là-dedans. Tu vois, moi je pense que c'est peut-être pas sur le spacing qu'ils arriveront à les battre, c'est d'aller jouer avec Nasrid, Randle et Rudy Gobert, dont Teddy Vincenzo et Edwards, et tu dis genre, ça devient, tu joues comme Houston quoi. Et tu joues comme Houston, mais avec des mecs qui peuvent un peu créer. Et ça se tape, ça se tape de ouf dedans, et tu peux essayer de... Pour moi, tu vois, c'est la seule approche qui peut marcher. Ouais. Pour moi, Parce c'est que pas déjà celle en du plus, five out, c'est celle de la taille à la limite. Mais derrière, plus, les mecs, ils vont te sortir Hartenstein et Chenton Green. Du coup, t'es là genre... super. oui, et Jalen Williams, il est quand même Oui, ok, puis des hauts et des bas, mais défensivement, il est quand même Ouais, excellent. voilà. Et Caruso il et est con, SGA, quoi. t'es là genre, bah ouais, on vous répond Ouais. répond à la taille par la taille, et les mecs ils vont être là, ah bah super, on va faire du 5 out, ah bah super, on va vous sortir nos line-up qui sont capables de couvrir la superficie de la Russie en un quart d'heure, et du coup t'es là genre, comment je fais? Allô, s'il vous plaît, de l'aide, j'ai plus d'air. Et un truc aussi, c'est que Minnesota utilise beaucoup les genre DiVincenzo en poseur d'écran ou des choses comme ça pour cibler des petits. Là, Ouais, quand super, ça va vas-y. switcher de Lugensdort à Caruso, il m'a dit non, ça va être, ça va servir à rien de switcher, enfin ça va servir à rien d'appeler l'écran quoi. Ouais, du coup, Donc tu fais, attends, me fais voir un autre mec. Ah ouais, Casson Wallace. Ah, chiant aussi. Ouais, pas top. Attends, le mec, le numéro 8, là, il m'a... Ah non, non, Jalen Williams, chiant aussi. Ouais. Bah, ouais, bon courage, finalement. Bon courage, mais ouais, je pense que la marge d'erreur, elle est pas immense quoi. Je pense que ouais, faut faire le match défensivement parfait pour Minnesota et genre en attaque être genre chirurgical dans l'organisation du terrain, tu vois, de qui tu places où, etc. Et le problème c'est que Minnesota, ça a pas toujours été parfait quoi. Ça a été bien parfois, mais pas. Tu vois, il y a des séquences aussi où tu te dis, pourquoi il y a McDaniels à une passe près, genre pourquoi il y a Randle à une passe près, genre c'est quoi le but là? Mais bon, donc prono, on n'y croit pas trop. Enfin, on croit beaucoup en hockey ici. Bah, moi, je croyais pas trop au KC contre Denver. Et je croyais pas en Minnesota contre les Warriors. Donc, c'est bien, tu vois. Genre, finalement, tu sens que le basket, c'est quand même vraiment mon sport, quoi. Du coup, je vais dire que je crois pas en Minnesota. Et puis voilà. Mais pour le coup, là, si Minnesota passe au KC, vraiment, genre, toute ma compréhension du basket, je pense que je vais juste me mettre au baseball, en fait. Voilà, c'est ça. Si Minnesota passe, je me mets au baseball. Tu vas te trouver une petite copine pour regarder Moneyball, c'est ça? Ok, donc ouais. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, genre même le match-up est pas forcément génial pour Minnesota. Genre, je pense qu'OKC va passer 4-2 quoi, ou 4-1 ou j'en sais. Allez, 4-2. Allez, 4-2. c'est Mais bien, c'est la première fois de la saison que tu nous proposes pas un Game 7. C'est ton premier vrai pronostic finalement. OKC Denver et excuse-moi, Ah oui, le score s'il te plaît. t'avais mis quoi? Ah oui, t'avais mis en 4-3. 7 et un 7. Super. 4-3 OKC. Ok, fantastique. Bien vu, bien vu. 4-3 OKC, voilà, c'est... Mhm. Tu sais, les pronos, c'est quelque chose qui se ressent plus qu'il s'explique. Hein, Ouais, allez, ça marche. Super. On passe à l'Est? Bah ouais, on passe à l'Est, hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'Est pour le coup, mais...
Ah bon? Ah bon? Carrément. Allez, vas-y, merde. passons à l'Est. Non, alors, avant de passer à rentre l'Est. Chez nous, là. Waouh. Non, on fait pas de review des demi-finales de conférence. Non, on fait pas de review. Pourquoi? Parce que t'en as fait une sur le trèfle avec Oui, Vince. exactement. Donc voilà. Et aussi, si vous voulez une preview côté Pacers, il y a Spacers. Donc c'est un podcast sur les Pacers, donc avec Pacers Talk et Pacers Family qui ont aussi fait un épisode. Donc voilà, il y a de quoi faire sur les reviews. Mhm. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc pas de review, rien. Rien. Non. Non, Ok. là, on fait prono et on ferme l'épisode. En fait, c'est tout. Moi, la conférence Est, je veux pas en entendre parler. Non, mais attends, ce qui est assez ouf, conférence Est, t'as les deux équipes en finale de coup de la conférence Est, il y a +2 et +5 de night rating. Ouais. Moi, je trouve ça. Bah, après, tu Et- vois, c'est deux équipes qui ont gagné genre 50 matchs, donc t'as quand même des équipes qui ont gagné pas mal de matchs, mais tu regardes sur la saison, le net rating d'Indiana, t'es là, genre, bah concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, ils ont le même net rating que Détroit, et pourtant, ils paraissent avoir beaucoup plus de ressources et d'adaptabilité et tout. Bon, après, si tu zoomes un peu et que tu regardes que à partir du 1er janvier, là, tu vois Indiana, +5 d'offensive rating, +5 de net rating, Hmm. 8e attaque, 10e défense. Ça, je pense que c'est des trucs qu'on a peut-être aussi un peu laissé de côté. C'est à quel point, du coup, Indiana est devenue une bonne attaque qui crée justement des turnovers et qui fait pas de fautes et qui arrive à bien protéger, entre guillemets, les zones les plus importantes. Et tu as ce truc-là de... Il y a une attaque aussi qui est très efficace dans son approche, avec très peu de pertes de balles, des bons tirs et des joueurs avec des capacités différentes, mais qui peuvent exister et coexister dans différents un petit peu d'approches. Et c'est vrai que, en fait, si tu te retrouves 2 années de suite en finale de conférence, à chaque fois en ayant un peu le même, si tu veux, le même plan de genre, c'était pas forcément parti pour être ce qu'on attendait et qu'en réalité, t'es souvent pas le favori, mais que par ta profondeur et ton adaptabilité, bah, tu te permets ça. Et il y a un autre truc avec Indiana, en fait, c'est que des équipes qui restent, c'est le seul vrai five-out, non? Enfin, même de toute la NBA, c'était peut-être un des seuls avec les Celtics. Et vu que les Celtics ont apparemment genre décidé de déclarer forfait, finalement, il reste que les Pacers. Et en fait, les Pacers, c'est quand même un des meilleurs spacing et en plus, une des meilleures animations offensives, quoi. Ouais, c'est le meilleur five out. Et surtout, c'est le seul où c'est dans le 5 majeur, c'est un five out. Tu vois, après, tu peux jouer et tricher. Mais ouais, ce qui est ouf, je trouve, sur la série face aux Cavs, c'est genre, en gros, ils ont joué à, et les Cavs ont joué un peu à ça, qui va être la meilleure attaque Ouais. contre littéralement la 2e ou 3e meilleure attaque de l'histoire en termes de différentiel par rapport à la moyenne. Ouais. Et ils les ont battus. Et ils ont été, mais je trouve qu'ils ont été bien meilleurs, tu vois. Après, Genre ils ont vraiment. joué contre un effectif blessé. Ils ont Oui. quand même joué contre un effectif blessé. Mais oui, ils ont été meilleurs dans l'approche dans tous les cas. Tactiquement, genre Indiana, j'ai trouvé ça. En vrai, ce qui est ouf, c'est que Cleveland commence avec du switch. Et je pense que ça peut être intéressant parce que j'ai aucune idée de ce que va faire Thibodeau en défense. Je n'ai plus aucun repère, Azad, avec Tom Thibodeau. Et il m'a surpris. Il m'a pas trahi, mais il m'a surpris. Moi, j'en connais un qui m'a trahi par contre, mais bon. Enfin, apparemment, qui a décidé que coacher en playoff, c'était pas utile. Et que du coup, il préfère faire confiance à ses joueurs. Mais bon, bref. C'est un autre débat là. On est là pour parler de ceux qui restent, Azad. Oui, c'est sûr. En même temps, quand tu décides qu'il faut attendre que ton joueur puisse plus respirer pour le sortir. Enfin bref, Oui. Dis-moi, parle-moi de Thibodeau. Non, je te parle de Rick Carlisle là. Oui, Rick Carlisle, Carlisle. ils sont arrivés, ils ont Cleveland a switché. Ils ont dit ok, en fait un peu ce qu'on avait déjà dit, mais Tyrese Haliburton face au switch, il va vous cuisiner. On va toujours mettre genre Garland, Mitchell ou Sam Merrill ou le petit que vous voulez mettre, on va le mettre en low man. Et en vrai, c'est ouf.
genre les séquences, il y a des clips et tout où tu vois que en fait, genre la défense des Cavs off ball était pas si bonne. Elle était pas si bonne, je trouve. Vraiment, pour moi, c'est un peu ça. Et tu vois, genre, ah ouais, vous switchez, bah, on va faire des écrans glissés. Vous faites du blitz, bah, c'est pas grave, Haliburton, il a la jump pass. Ah, ou alors, vous faites du drop, bah, il y a le pick and pop de Turner. Et voilà, et vous switchez, on va faire des écrans glissés off-ball, etc., etc., etc. Et ouais, j'ai trouvé que tu vois, il y a ce côté un peu flou, bordel un peu organisé à Indiana. Mais j'ai trouvé qu'en vrai, tactiquement, genre, dans les petits trucs, ils ont été géniaux face à n'importe quelle couverture, quoi. Bah ouais, et c'est encore une fois peut-être cette chose qui était assez sous-estimée peut-être de la perception des Pacers parce que l'adaptabilité et la capacité un petit peu à s'adapter au match-up, tu la vois moins en saison régulière. Mm. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus rayonnante du coup en playoff et que du coup ils ont et l'effectif et le coach qui est en action plutôt qu'en réaction aussi à proposer ça Mm. quoi. Et Mm. c'est là où du coup ça fait du bien entre guillemets et c'est là où ça va être intéressant à voir et je pense que niveau coaching et adaptation, je pense que ça va être la série va être trop intéressante. Ouais. Et pour le coup, j'arrive même pas à savoir qui me rassure le plus en tant que coach, ni en tant qu'équipe, ni en tant qu'attaque, ni en tant que défense, ni en tant qu'effectif. Peut-être la seule certitude que j'ai en arrivant dans la Il série. a un nom. T'as dit quoi? J'ai dit la seule certitude, elle a un nom. Et un euh, prénom. Non, pas du tout. La seule Merde. certitude que j'ai, c'est que les Pacers ont plus de profondeur que les Knicks. C'est le seul truc où, pour moi, il y a peut-être un avantage à une équipe, c'est qu'il y en a une qui est peut-être peut-être pas plus modulable, mais qui a plus de profondeur. Voilà. Et pour moi, sinon, tu vois, même, tu vois, en une fin de match, un truc serré, c'est deux équipes qui sont vraiment capables de gérer ces situations-là Ouais. aussi. T'as des équipes c'est des équipes qui sont prêtes à prendre des risques avec leur couverture. Enfin, franchement, d'avoir fait du switch contre Boston, t'es là genre, vous êtes con ou quoi? Et après, tu regardes un match et t'es là genre, ah, mais d'accord, en fait, ah, mais oui! Ah, mais donc en fait, faire du switch, c'est pas défendre du un contre un dans du spacing, c'est resserrer les espaces et pour. Ah! Et du coup, t'es là genre, ah, mais d'accord, en fait, oui, ok. Vous avez pas peur de prendre des risques parce que vous savez que si vous descendez. En fait, New York est arrivé contre Boston et ils se sont dit si on joue comme on attend, comme ce qui est attendu, ce qu'on joue, et si on essaye de On jouer va se faire tuer. si on essaye de jouer à armes égales et de respecter les concepts habituels que Boston attaque tout le temps, on va se faire tuer. Ce qui est arrivé en saison régulière. Et ils ont dit, bah non, on va switcher. Et Mm. ça a tellement. Et c'est là où tu dis que bah, ils sont tombés vraiment sur un géant au pied d'argile, pour le coup. Tendon d'Achille ou tendon d'argile, c'est que genre ils sont tombés sur un truc qui est finalement pas si adaptable que ça et très rigide et tu vois ils ont offert la couverture qu'ils n'étaient pas forcément en attente d'eux et ils ont pris un risque et ils l'ont fait quoi. Et Et je pense que c'est deux équipes qui connaissent leurs faiblesses et qui savent entre guillemets les contourner, pas en faire forcément des forces, mais en faire quelque chose de différent en tout cas. ouais. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que t'as quasiment les équipes qui restent, et même Denver était un peu là-dedans, c'était que des équipes qui, dans leur approche même défensive, et sont dans l'action plus que dans la réaction. Mm. Et qui ont pris des risques, genre Denver change switché de couverture quasiment à chaque possession face aux Clippers. Indiana a un peu fait ça. Mm. Les Knicks ont fait ça et à des moments, genre le match 2 ou 3 tu te dis mais pourquoi t'es repassé en drop, genre ça marchait bien le switch. Et je pense qu'il y a aussi ce côté de bah ça perturbe l'attaque. Ok, ici c'est limite les maîtres là-dedans, tu vois. Genre et Minnesota, bon, ils ont pas encore eu de gros tests, enfin, en tout cas
j'ai pas l'impression qu'ils ont une grosse test, mais je pense qu'ils peuvent aussi le faire et c'est assez intéressant. Mais je trouve quand même que face à ces Pacers, il y a quand même la question de quelle va être la couverture que tu fais du côté des Knicks, tu vois. Je pense que c'est un peu ça qui peut tout changer. Et je pense qu'ils vont commencer sur du drop, j'ai l'impression. Parce que le switch, en vrai, genre, ils ont super bien protégé Switch. Michael Bridges a été énorme off-ball. Genre, je trouve dans les stunts et tout, tu vois, genre avec sa longueur. Genre là, t'as vraiment senti la longueur de Michael Bridges, quoi. Mais malgré tout, bah, Tatum, c'est un joueur qui est pas est moins, comment dire, vif et explosif, je pense, que Haliburton. Et plus dans un côté un peu puissant. C'était pas parfait, mais ça allait mieux à Towns que Haliburton ne va à Towns. Oui. Genre Haliburton, je l'ai vu prendre des Dean Wade de vitesse où genre ça rendait le switch complètement impossible, tu vois. Et du coup, il y a ça. Et je pense qu'ils vont faire un drop et que, en gros, Josh Hart va venir en troisième homme sur le pick and pop sur Miles Turner et qu'ils vont laisser Nesmith et Nembhard un peu prendre les tirs, un peu ce qu'ils avaient déjà fait l'an dernier. Et en soi, est-ce que c'est un bon choix ou pas? Bah, Cleveland a été sanctionné aussi sur ce côté, on surcharge un peu le terrain côté et on vide le côté faible. Mais en termes d'équipe en surchauffe, sur les playoffs, les Pacers, Haliburton 35% à 3 points. Andrew Nembhard 53% à 3 points. Pascal Siakam 44% à 3 points. Miles Turner 45. Aaron Nesmith 48. Aïe. McConnell, bon, c'est 2 sur 3, donc voilà. Et même Topin 36%. Alors en gros, tous les gars de la rotation, ils sont quasiment tous à 40%, quoi. Ouais. Et il n'y en a pas un qui est en dessous des 50% dans les corners. Oh là là, quand le carrosse va devenir pamplemousse, là, ça va être compliqué. Hein. Ça va On va redevenir Pomelo. Ouais, putain. Ah ouais, c'est vrai que ça, par contre. Mais bon, ils ont un peu de la marge aussi, mais concrètement, tu peux aussi. En fait, tu vois, si t'es les Knicks, défensivement, tu peux quand même revenir avec ton plan face à Boston et avec quand même un peu de certitude sur le fait que ça puisse marcher, même si c'est pas exactement la même morphologie de porteur de balle et tout. Et surtout, genre, je pense que, en vrai, le switch bien protégé, on va dire ça comme ça. Genre, le switch bien protégé, surtout face à Indiana, dans la théorie, ça peut être vraiment bien parce que t'as pas ce côté où t'es tout le temps en rotation off-ball et si t'arrives un peu à couper leur mouvement, c'est quand même pas mal dans l'idée. Et si tu prends une isolation de Haliburton, en vrai, genre moi, en tant que fan des Knicks, si je vois Haliburton qui prend un step back sur Towns, bah je suis content. Tu vois, genre ça a tourné, genre il a mis 2 step back sur Jarrett Allen. En vrai, genre c'est des tirs que la défense est contente de concéder, tu vois. Oui, bah de toute façon, comme tout step back à 3 points, sauf ceux de Stephen Curry, hein, pas non plus. Oui. C'est l'anomalie qui fait. Mais c'est pas l'anomalie qui fait la règle, quoi. Mais non, après, il y a. Ouais, enfin. Les Knicks, ils ont le meilleur préservatif à switch de la ligue. En gros, avec Anunoby, Hart et Michael Bridges, ils ont la meilleure assurance à. Tu peux offrir, entre guillemets, ton switch, quoi. Mais je sais pas si les Pacers n'ont pas des encore meilleurs joueurs pour attaquer le close-out. Et je pense que les Pacers sont plus malins que les Celtics et tomberont pas forcément dans le piège de juste prendre ses tirs et peut-être faire autre chose avec. Et il y aura peut-être quand même la protection du switch va peut-être être un peu plus complexe et va devoir être un peu plus recherchée que celle face aux Celtics qui était qui était un peu béni oui parce qu'en fait tu savais que les mecs ils allaient faire une passe un tir quoi. Ouais, je vois. Et il y a plein de séquences en vrai où les Pacers, ok, ils ont le switch, mais en fait, ça continue à faire des jeux off-ball, etc. Rien que pour, tu vois, le gars qui fait le stunt, bah en fait, vu qu'il est pris dans un jeu à 2 côté faible, il peut pas faire le stunt. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que genre, les Knicks, je trouve, se sont développés. Et bon, en attaque, c'est peut-être là en plus que l'attaque, c'est le côté qui, genre, pour moi, ça va être le plus intéressant, l'attaque des Knicks face à la défense des Pacers. Mais même en défense, se sont développés une espèce de
semi-polyvalence qu'on voyait pas venir. On peut switcher, on peut, quand on a Mitchell Robinson, faire peut-être du drop. Et même, genre sur le match 6, bah, si vous cherchez à faire du post-up, ce qui peut être intéressant avec Siakam, on a vu que sur le match 6, tu vois, bah, quand ils essayaient d'installer Porzingis au post-up ou des choses comme ça, sur Bronson, en fait, il y avait tu sais, les scram switch, ils les ont fait, alors que les Knicks, c'est une équipe qui d'habitude fait pas forcément ce genre de truc un peu risqué off-ball, quoi. Et ça, pour moi, c'est la grande surprise, c'est la polyvalence défensive des Knicks, genre, que j'avais pas vu venir, quoi. Difficile à prévoir. Je pense que ce sera une série qui sera plus facile à analyser qu'à prévoir, celle-ci. Ouais. En tout cas, Et j'ai pour moins le de coup, certitude que sur l'autre, quoi. et même de l'autre côté, tu vois, alors je trouve que c'est dur à prévoir parce que les Pacers, c'est pas une équipe de switch all. Et les Knicks, pour l'instant, bon, ils ont beaucoup attaqué des équipes de switch all et qui trichaient, mettaient un gros ailier sur Karl Anthony Towns pour couper le pick and pop, etc., etc. Le truc, c'est que là, je sais même pas ce que ça va être les match-ups. Parce que, en vrai, c'est déjà clé. Parce que si tu mets Miles Turner sur Josh Hart, en vrai, les Knicks, ça fait 2 tours qu'ils jouent des équipes qui font ça. Ils ont compris. Ils mettent Josh Hart on ball. Et puis, on déroule le pick and roll. Et quitte à forcer le switch de l'intérieur de Al Horford, de le drop de Porzingis, etc. Et tu remarques que dès que l'intérieur, il fait un drop, en vrai, les Knicks sont très forts quand même là-dessus, tu vois. Et ils ont un peu abandonné Karl Anthony Towns en poseur d'écran, je trouve, au profit de Josh Hart. Et du coup, bah, y a ce truc de, ok, bah, que Turner va être impliqué on-ball, je pense, quoi qu'il arrive. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais un drop, je pense que c'est un peu le pire truc, quoi. Si tu fais un blitz, bah, il y a le short roll de Josh Hart. Si tu fais un edge, il y a aussi un peu ça. Et si tu remets Turner sur Towns, et que tu fais un drop, en fait, tu redébloques le pick and pop de Towns. Et donc, mais si tu pars du principe que on met Turner sur Josh Hart, Siakam sur Towns, il y a surtout, et ça veut dire que c'est quoi? C'est Nesmith qui est sur Brunson. Ça veut dire qu'après, tu as Nembhard et Haliburton qui sont sur Anunoby et Michael Bridges. Et en vrai, bah, Anunoby sur du post-up, je pense que c'est un truc qu'ils peuvent vachement utiliser. Et surtout le rebond offensif. Je pense que tu auras un problème au rebond offensif. Et je pense que, encore plus quand tu auras Mitchell Robinson, les Knicks ont intérêt à vraiment jouer fortement le rebond offensif. Parce que Indiana n'est pas forcément à élite là-dedans. Et ça peut un peu calmer leur jeu de transition aussi, quoi. Ouais, bah la bataille des possessions, elle peut être intéressante, hein. Même en termes de perte de balles, parce que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas une équipe qui perd beaucoup de ballons du côté d'Indiana. Et pourtant, tu vois, en concédant le switch et en étant peut-être un peu plus agressif sur les lignes de stunt et les choses comme ça, ils ont réussi quand même à bousculer pas mal Boston, New York avec ça. Et je me dis, ça peut être une approche potentiellement d'aller chercher un peu les turnovers pour, bah, du coup, peut-être créer aussi plus d'attaques de transition. Donc là, bah, tu parlais des rebonds offensifs. Je pense que même les turnovers, ça peut être un facteur clé dans cette série. Et tu vois, les Knicks sur les playoffs, c'est la 4e équipe qui génère le plus de turnovers. Ouais. Et oui, c'est vrai. Et ils perdent pas forcément énormément de Non. ballons non plus de l'autre côté, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça. Ça Et, peut être un facteur clé, entre guillemets, à pouvoir faire basculer d'un côté ou de l'autre, quoi. Si tu y arrives. et tu vois, en vrai, genre même ta rotation elle est courte et tout. Et je trouve que même de l'autre côté, genre, si t'as Josh Hart, je pense que t'as ce côté où, ok, t'essayes le plus possible d'impliquer Josh Hart on ball. Et ça a plutôt fini par bien marcher, tu vois, genre, ça a vraiment fait, ouais, ça, bon, bref, voilà, ça a fini par bien marcher face à Boston, je trouve, même s'il y a eu aussi des blessures. Quant à Mitchell Robinson, t'as ce côté où, en vrai, genre, si t'essayes de cross-matcher et tout pour faire ton truc face à Towns, etc., pour essayer d'un peu d'annuler Towns, bah du coup, t'as un mismatch sur Mitchell Robinson. Et Mitchell Robinson, genre, c'est un aspirateur à rebond offensif, mais
Genre, comme on a rarement dans la ligue, quoi. Ouais. C'est vraiment, je pense, le meilleur de la ligue. Et quand t'as McBride à la place de Josh Hart, Mm. bah, en vrai, face à Boston, bah, c'était aussi parce que Josh Hart avait des problèmes de faute, mais t'as un spacing de ouf. Et genre, Brunson, 3-4 fois, il y avait ce 5-out, il prend le ballon, il est face à Jrue Holiday, mais il est tellement fort que pour créer juste un tout petit peu de séparation et aller jusqu'au cercle, que bah tu vois, t'as des séquences où tu peux avoir un 5-out aussi, et ça peut être une des clés de l'attaque de New York, quoi. Donc, je trouve que t'as plein de portes d'entrée pour les Knicks aussi face à cette défense. Ah ouais, pour moi, il y a plus de possibilités. Enfin, c'est pour ça qu'elle est difficile à prévoir, c'est parce qu'il y a plus de... il y a plus de questions que de réponses, et il y a plus de possibilités que de certitudes, quoi. Donc, Ouais, mais ça peut être pas mal de soit faire, bah, on va essayer de continuer de faire les vidéos dans tous les cas, et même si on a plus de temps, faire un épisode, tu sais, à mi-série, voir un peu ce qu'on en a pensé, quoi. ouais, Qu'est-ce qu'on ouais. a remarqué, confronter un peu aussi nos visions, parce que là, pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu plus perplexe dans à quoi ça pourrait ressembler, quoi. Ouais, 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 oui. En fait, les deux équipes peuvent prendre tellement de directions opposées Ouais. en termes de stratégie. Tu vois, genre rien que... En fait, je ne sais pas quelle couverture va faire Indiana, je ne sais pas quelle couverture va faire New York, je ne sais pas comment va cross-matcher Indiana, je ne sais pas comment va cross-matcher New York. Genre, enfin, New York... même, tu vois, New York, il pourrait se dire, bah, en vrai, on met Anunoby sur Haliburton, et on essaye de pas drop, et on essaye de couper la tête principale du truc, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant parce que je sais pas trop. Même, tu vois, genre sur la fin de série, t'as eu Bronson qui a commencé beaucoup plus off-ball et en vrai, ça marche de ouf, genre pour le libérer. Et puis là, je sais pas, genre, si tu commences avec Turner face à Towns, comme dit, ça peut tellement débloquer Towns que c'est compliqué, mais moi je le sens bien, Azad. Tu veux faire un prono? Je le sens bien là. Je pense que ça peut aller en finale NBA. Ok, c'est quoi ton prono? 4, 2. Ça prend la victoire chez les fermiers, du coup. Ouais. Ah, ok. Ouais. C'est quoi? Je pense qu'il va y avoir à peu près la même série que l'année dernière en termes de momentum. Je pense que vous 2-0, prenez les 2-2. deux. Je pense que vous prenez les deux premiers. Je pense que vous perdez les deux suivants. Et je pense qu'après, ça va en 7 et c'est les Pacers qui passent. Oh, allez, c'est bon. Oh, mais c'est quoi ce hater là? C'est pas un hater, j'ai dit en 7. Ah, ouais, oui, ah, voilà. Et Ah, bon, voilà. je pense que vous allez payer comme d'hab les 50 minutes par match de Michael Bridges. À part s'il a le Bah, même médecin que Aaron Gordon, mais il y a un moment, il a les mêmes seringues que Lance Armstrong et Festina, quoi. Ouais. Mais non, mais je sais pas. Franchement, genre, je trouve que New York a pas mal d'armes en vrai. Genre, Indiana a beaucoup d'armes, etc. Mais en vrai, Indiana a joué que des défenses off-ball mauvaises et New York pas une défense off-ball incroyable, mais meilleure, je trouve, sur ses playoffs que leurs deux premiers tours. Euh, Indiana a pas vraiment joué d'équipe qui dominait au rebond offensif. Les Knicks peuvent le faire. Bah voilà, enfin c'est des petits trucs, tu vois. Je trouve que Indiana n'a pas encore joué et que les Knicks peuvent faire qui sont intéressants. Et en vrai, ouais, je, j'y crois et je pense que les Knicks peuvent le faire et que, tu vois, typiquement, selon le début de la série, alors moi j'ai vu que Caitlin Cooper, c'est ça? Celle qui suit les Pacers, Mm. était quasiment sûre que Turner allait être sur 4 au début de série. Ok. Et en vrai, si c'est le cas, genre, pour moi, ça peut vraiment être un truc où ça peut être la série pour 4, tu vois. Genre, Parce que. bah parce que ils vont pas switcher avec Turner, je pense. Mm. Et si tu switches, ça veut dire que t'as genre Haliburton ou Nembhard ou Nesmith qui switch sur Towns. Et là, en vrai, genre, gros mismatch.
Et si tu switches pas, t'as le pick and pop de Towns. Mm. Mais bon, on verra. Ouais, Ça va être après, cool de voir. peut-être que justement, Enfin, les match-up, moi, je m'attends tellement à du switch de partout que à qui va défendre, qui va commencer sur qui, à voir. Moi, j'attends plutôt à voir qu'est-ce qui se passe suite au switch que Ouais. qui est sur qui avant le switch, entre guillemets. Ouais. C'est pas faux. Et c'est en vrai, c'est de plus en plus comme ça Ouais. que se jouent les matchs NBA. Ouais, Je suis ouais, plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Genre la clé des Knicks face à Boston, c'était plus protéger le switch que switcher ouais, Towns sur Tatum. c'est ça. Bon, donc New York OKC ou OKC Indiana, c'est ça? C'est On ça. fera peut-être un point à mi-chemin alors. Peut-être qu'on fait un point en mi-chemin quand il y aura 4-0 pour OKC et 2-2 à l'Est. Ou peut-être ouais, un focus sur une série, tu vois, si on n'a pas le temps de faire toutes les vidéos, Ouais. Ouais. ça peut être cool. On va voir. Ok, On va voir, on va voir. bon, Eh ben, ouais, hein, bonne finale de conférence à tous. et surtout à toi, Azad. Bah ouais, ça va être génial, ouais. Ça va être tip top, tip top, tip top. Je vais pouvoir rentrer chez moi et les regarder dans ma cave. Dans la nuit, Au fin fond dans des la montagnes. pénombre. Exactement. Et ben, bonne finale de conférence à tous. On vous laisse sur cette note de joie et de bonne humeur proposée et sponsorisée par Azad. Prenez soin de vous. Si vous voulez voir des images, on va essayer de faire des vidéos là-dessus, évidemment. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Mm. Et à très très vite. Ah ouais, à très Pour bientôt. cette fois-ci, parler de Cooper Flag. Ah Des oui, bisous. c'est vrai. On fait des bisous? On fait des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.